Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce workshop qui est axé sur le marché de l'assistance vocale et de l'intelligence artificielle au nom de Neomag. Alors tout d'abord, je vais vous présenter Monsieur Philippe Citroën à ma droite, directeur commercial de Netatmo. Bonjour. À ma gauche, Monsieur Jean-Claude Guinozzi, Quant, directeur marketing et commercial, et Monsieur Olivier Courtade, CEO Mixity. Bonjour. Bonjour. Et en fait, ensemble, tous les trois, nous allons parler de cet étrange objet qui arrive dans nos intérieurs, qui s'appelle une enceinte intelligente. Le marché de l'assistance vocale, aujourd'hui, est matérialisé tout simplement par un nouvel objet qui arrive dans les intérieurs et qui sont les enceintes intelligentes. Qu'est-ce que c'est qu'une enceinte intelligente ? C'est une enceinte en fait dotée d'un système qui intègre un système vocal, doté d'une intelligence artificielle. C'est un marché qui est en pleine ébullition. D'ores et déjà, un chiffre aux États-Unis, 45 millions d'enceintes intelligentes ont été vendues aux États-Unis l'année dernière, dont 31 millions pour Amazon, les fameux Echo. Aujourd'hui, ça correspond à peu près, il y a 13% des propriétaires américains, des foyers américains qui disposent d'une enceinte intelligente. En Grande-Bretagne, il y a 10%. On imagine en 2022, en projection, qu'il y aura dans les 55 de mémoire, 55% de propriétaires d'enceintes intelligentes aux États-Unis et en Angleterre, 48%. Alors la question, vous me direz, c'est qu'est-ce qui se passe en France ? Pour l'heure, les premiers chiffres qu'on a, puisque les enceintes intelligentes viennent d'arriver depuis l'année dernière en France, depuis le mois d'août avec Google Home, ensuite avec des déclinaisons par des fabricants tels que Sony et JBL, on en est à peu près à 250 000 pour le dernier trimestre 2017. Donc c'est un marché qui est en pleine explosion, exponentielle, et qui pose pas mal de questions. Déjà, une enceinte intelligente, à quoi ça sert ? Quels sont les usages, tout simplement ? Qui s'en sert ? Donc c'est souvent des trentenaires, early adopters, qui sont en plus parents, dans des familles plutôt aisées, et ce qui fait qu'en fait, ce sont des enceintes intelligentes qui sont utilisées par plusieurs membres de la famille. Ça, c'est la première chose. À quoi ça sert ? C'est une enceinte, donc c'est fait pour diffuser la musique. Donc c'est la première chose, le premier usage. Ensuite, deuxième usage, requête d'informations. La météo, quand est-ce qu'il y aura un train en dépit de la grève SNCF. Je pense que vous êtes tous concernés par ça aujourd'hui. Donc voilà. La météo, etc. Mais surtout, après, c'est également l'usage en termes de maison connectée. C'est pour pouvoir gérer par la voix, en assistance vocale, tout ce qui est éclairage, climatisation, chauffage, etc., etc. Et donc, ce principe d'assistance vocale, évidemment, les mastodontes sont donc Google, avec Google Assistant, Echo, Alexa, avec Amazon. Et puis ensuite, on attend également Siri, avec le HomePod. Mais d'ores et déjà, en France, nous avons Google Home et nous attendons en fait Echo d'ici la fin mai, qui devrait arriver sur le marché d'ici le 28-29 mai, a priori. Donc voilà. La vraie question, c'est que toutes ces datas, toutes ces données, en fait, sont hébergées sur des serveurs comme Amazon et Google. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc là, il y a première chose, véritablement un problème de confidentialité. Donc c'est pour ça qu'en fait, Monsieur Olivier Courtade et Jean-Claude Guinozzi vont nous parler parce qu'eux ont des propositions de solutions d'assistance vocale qui sont axées, ne serait-ce qu'axées sur le thème de la confidentialité. Alors messieurs, j'aimerais bien que vous puissiez nous en expliquer un peu plus sur ce que vous allez proposer. Jean-Claude, vas-y, démarre. Merci. Je vais essayer de vous expliquer rapidement la proposition de Quant. D'abord, très rapidement, Quant est un moteur de recherche indépendant qui est né en 2013 avec un des piliers de son positionnement et développement, c'est de gérer les données de manière anonymisée. Donc c'est la première proposition. On respecte la vie privée des gens. On ne traque pas les utilisateurs. On ne revend pas les données des utilisateurs. Donc on garantit un espace de privacy, puisqu'on est dans la définition vraiment de la vie privée, de la privacy.
et on garantit et on est audité par la CNIL et autres instituts de contrôle de la privacy en Europe. C'est une entreprise européenne qui possède ses serveurs en France, en Europe, et qui garantit cette anonymisation des données, donc des utilisateurs. On a notre propre technologie, c'est-à-dire nos propres algorithmes, notre propre index. On ne se repose ni sur le cloud d'Amazon, ni de Google, Microsoft ou autre. Et on a cette indépendance qui nous permet, en renfort de technologie d'investissement assez important, de garantir cette souveraineté des données pour les utilisateurs européens. À partir de cette base, puisqu'on a la technologie, il était assez simple pour nous de transposer ce savoir-faire technologique, ces développements sur l'intelligence artificielle, sur, je dirais, des produits nouveaux, innovants, que sont les enceintes intelligentes ou tout ce qui est voice assistant. Donc ça, c'est plutôt notre fonds de commerce, étant capable de délivrer un résultat lorsqu'on fait une requête, une recherche d'un mot-clé. Hein. On est capable aujourd'hui, en termes technologiques, en s'associant avec des sociétés comme Mixity ou je dirais des sociétés de technologie de middleware, nous permettent d'intégrer l'intelligence artificielle et d'amener un résultat toujours plus pointu sur les bases de notre moteur de recherche. Alors il y a un passage intermédiaire, pour faire très simple, qui s'appelle voice to text ou de la voix au texte. On fait une recherche, on donne un résultat qui retransmet du texte, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé sur Internet, à la voix, et ça en aujourd'hui, millisecondes bientôt, en quelques fractions de secondes aujourd'hui, le résultat à l'utilisateur. Ça, c'est le travail de Quant, de sécuriser les données, de garantir la vie privée et de donner évidemment, et c'est la base de tout, le meilleur résultat possible en termes de requête à l'utilisateur, parce que sans ça, nous ne sommes pas pertinents face à ce que proposent les GAFA. Et on s'associe évidemment à des gens performants au niveau technologique, hardware, comme Mixity, qui est de plus en plus intégré avec Quant, pour offrir évidemment une solution, je dirais, différente de tous les produits avec des langages propriétaires qui sont sur le marché, puisqu'Alexa, c'est un langage propriétaire Amazon, Google, ce sera la même chose, Cortana, Siri, c'est des systèmes qui vont être fermés. Alors que nous, on va proposer un système ouvert qui rassemble l'ensemble des protocoles et de la technologie existante sur les marchés. Et on peut aller très loin. Donc je passe la parole à Olivier qui va vous en dire un petit peu plus. Merci Jean-Claude. Donc effectivement, nous on développe depuis... Alors on vient du monde de la maison intelligente avant de faire des assistants vocaux, puisqu'on a créé les premières box domotiques connectées en fait à Internet il y a maintenant 6-7 ans. On a déployé nos solutions sur le marché avec une grande compatibilité avec beaucoup de capteurs dans l'habitat. Donc on est vraiment des spécialistes de l'usage au départ dans l'habitat. On gère au travers d'une application tout ce qui est sécurité, vidéo, tout ce qui peut être gestion de l'énergie, etc. Et il y a 18 mois, on a décidé de prendre un virage important sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale pour finalement intégrer dans des nouveaux objets du quotidien cette logique du pilotage. Et on pense que la voix va totalement massifier. Ce qui n'a pas été massifié jusqu'à maintenant, c'est vraiment la maison intelligente. Alors dès qu'on intègre la fonction vocale dans une box, on décide de dire soit on fait une box traditionnelle, soit on essaye de faire une box qui est utile. Donc c'est la raison pour laquelle on a sorti en fait des enceintes. Alors notre enceinte, elle est un peu particulière. Si on parle du Mixipod, on a une gamme de produits. Mais le Mixipod est un peu particulier parce que non seulement il fait de la musique et du son, mais on fait du vrai son. On est plutôt du côté Sonos, plutôt que du côté Google Home ou Amazon Echo. On va faire plus de 70 watts en fait sur notre enceinte. Et notre enceinte, elle a une autre particularité, c'est qu'elle est totalement évolutive puisqu'on peut rajouter des extensions. On va pouvoir lui rajouter un disque dur, du lighting, un diffuseur de parfum, une caméra ou ce genre de choses. Donc on veut vraiment laisser l'utilisateur, on est vraiment dans la logique de laisser l'utilisateur choisir ce qu'il va vouloir faire en fait de son enceinte. À côté de ça, on a un partenariat important en fait avec Quant puisqu'on veut partager la même ADN qui est la privacy finalement de la donnée, faire en sorte qu'on évite de transférer plus de 76% de nos data aujourd'hui en dehors de l'Europe et donc sur le marché américain. Et donc l'idée c'est d'apporter aux consommateurs non seulement la capacité de pouvoir gérer par la voix l'intégralité de ses usages. C'est quand même plus facile de dire hey Quant, allume, réveille-moi demain matin à 6h30
avec ma musique favorite, augmente la température de 3 degrés dans la salle de bain et mets-moi la lumière d'ambiance dans la cuisine. C'est quand même plus facile de le faire avec la voix que si j'avais à paramétrer ou préprogrammer en fait tout ça. Quand bien même les applications sont simples, faciles à utiliser, la voix est quand même quelque chose de beaucoup plus naturel. Voilà, donc c'est le positionnement effectivement qu'on a pris. Et puis dès qu'on parle de la voix, on parle aussi de la possibilité de, bien évidemment, pouvoir avoir des accès aux commandes sur le web et donc imaginer faire son shopping, imaginer faire beaucoup de choses. Alors, si je prends l'exemple du shopping, c'est pas pour rien, parce que c'est un vrai différenciant par rapport finalement à un Amazon Echo, puisque Amazon Echo, quand vous lui dites tiens, commande-nous 3 kilos de tomates et 5 packs de lait, bien évidemment, vous savez que le sourceur de celui qui va vous livrer, c'est Amazon. Et donc, vous n'avez qu'un choix, c'est Amazon, ce qui peut être une bonne chose pour ceux qui aiment Amazon, mais Amazon n'est pas forcément moins cher, en fait, sur tout. La particularité avec Quant, c'est que je vais pouvoir dire la même chose, c'est-à-dire tiens, commande-moi 3 kilos de tomates et 5 packs de lait, sauf que je vais pouvoir avoir un retour qui me dit bah, tiens, Olivier, j'ai 3 offres pour toi. Tu peux descendre en bas de chez toi. Dans 15 minutes, ta commande est prête chez Franprix à tel prix. Tu peux être livré dans 2 heures par Amazon ou tu peux être livré dans 2 heures par Carrefour Market à tel prix. Ou tu peux passer récupérer, prendre ta commande à la sortie de l'école de tes enfants, je veux dire, pour tel prix. Bon, encore une fois, l'idée, c'est la liberté, le choix. Et quand j'effectue cette requête, je n'ai aucune traçabilité sur le résultat en fait, de cette requête. Et donc, je ne vais pas me retrouver à être poussé par des tas de pubs qui vont arriver et qui vont m'handicaper en fait, dans mon surf en fait, au quotidien. J'ai pas envie de ça, j'ai plus envie de ça. Je voudrais juste dire une chose, c'est que jusqu'à maintenant, finalement, on avait accepté le principe que les GAFA, les Google, les Facebook, etc., acceptent finalement d'utiliser nos données personnelles. On était parfaitement conscients depuis des années. Et puis finalement, ça gênait une petite partie, mais pas tant que ça. Le vrai bouleversement, c'est que depuis les assistants vocaux, on a pénétré le foyer et on a pénétré l'habitat. Et au sein de l'habitat, c'est ma vie privée, c'est ma famille, mes enfants, mes usages, etc. Et ça commence à poser un réel problème en fait, aux consommateurs. Et c'est la raison pour laquelle cette dynamique qui est le GDPR en Europe, etc., participe énormément à faire monter aussi la prise de conscience du consommateur sur le fait qu'après tout, ok, je peux accepter de laisser ma data partir chez des tiers, mais qu'est-ce qu'on va en faire? À quel titre elle va être utilisée? La notion d'anonymiser la data, elle me semble être en fait très intéressante parce que finalement, ça permet de remonter une information collective qui permet de connaître des informations, mais qui va quand même éviter un ciblage extrêmement précis. Je donne un exemple très simple. On peut imaginer qu'une compagnie d'assurance demain matin, en ayant l'exploitation de ma data, et un Google qui est déjà assureur en fait aux États-Unis, va être capable de vous exclure d'une offre d'assurance pour la bonne et simple raison qu'il connaît un petit peu mieux que les autres la façon dont vous vivez. À quelle heure vous rentrez chez vous, si vous êtes un fêtard, si vous n'êtes pas un fêtard, quel type de musique vous écoutez, etc. Et ça peut poser effectivement un problème en fait, à terme. Voilà. Donc la prise de conscience de cette confidentialité et de cette data est en train de s'accélérer par le fait que les GAFA pénètrent de plus en plus notre vie privée, notre sphère privée au travers de l'habitat. Je rappelle qu'un assistant vocal, c'est un microphone. Donc même si tout le monde communique sur le fait que le microphone n'est pas ouvert, on a eu quand même quelques petites success stories assez intéressantes avec des très grosses marques. Samsung, sa télévision, qui écoutait en fait en permanence. On a vu des Google qui ont dit excusez-nous, ouais, on a un bug en fait dans la dernière release. On écoutait en fait la totalité des informations que vous communiquez. Donc il est normal que quelque part le consommateur soit un petit peu attiré et alerté par cette capacité finalement que ces objets dans notre vie du quotidien peuvent avoir. Ça peut nous rendre des services, ça peut aussi nous desservir un petit peu. D'où l'explosion des requêtes récemment sur Quant, après les scandales de Facebook. Et donc, quelque part, ça vous a fait la publicité, parce que justement, en misant sur le privacy, la confidentialité. Oui. Oui. À la fois la croissance naturelle de nos utilisateurs, c'est notre travail au quotidien pour avant tout avoir un produit de grande qualité. Ça, c'est la base, c'est indispensable. Et ensuite, évidemment, tout le développement que l'on peut faire au niveau de la connaissance, on va dire l'évangélisation que l'on fait en France, en Europe, dans les pays où nous avons ouvert des filiales. Et c'est vrai qu'on a une croissance mensuelle qui dépasse les 20%. Donc on commence à avoir une base d'utilisateurs de plusieurs millions qui commence à être sérieuse pour nous permettre de gagner des parts de marché. Et je dirais, on est contrôlé tous les jours sur les aspects de la vie privée, de la non-revente des données. Donc on a un positionnement qui est très clair, qui est... on est droit dans nos chaussures et on essaye de l'appliquer sur tous les produits que l'on peut développer. Et donc oui, à la fois les petits problèmes, les pépins de serveurs, puisqu'on a notre propre technologie, on n'est pas dans le cloud de qui que ce soit.
nécessite évidemment ce qu'on appelle une scalability importante, des investissements très importants d'infrastructures. Mais bon, c'est notre mission. Et on est supporté par des acteurs privés, mais aussi publics, comme la Caisse des dépôts ou la BEI, la Banque européenne d'investissement. Et c'est le retour qui est attendu aussi de ces investissements. Alors, avant d'aborder justement, parce qu'il y a aussi une particularité dans les solutions d'assistance vocale que vous allez présenter ensemble, la particularité aussi, c'est que c'est entre guillemets libre source pour que tous les partenaires de la maison connectée, comme par exemple Netatmo, puissent aussi s'intégrer. Juste une chose, vous allez sortir, on parle de l'enceinte intelligente Mixipod, mais c'est donc 2019, mais auparavant, il y a déjà des premières étapes. Oui, en fait, on présente là d'ailleurs, pour ceux qui veulent venir voir, une petite démonstration. On sort une petite clé HDMI que vous allez pouvoir connecter à votre télévision, sur lequel le bouquet et les services Quant sont intégrés et qu'on va pouvoir piloter par la voix. Alors, vous connaissez ça au travers de Chromecast, hein, pour ceux qui connaissent en fait un peu les produits, ou le Fire Stick, je crois, en fait, d'Amazon. On lance une solution en fait avec Quant qui sera disponible pour septembre. Avec un positionnement qui est intéressant puisque je vais pouvoir effectuer des recherches par la voix au travers de mon interface en fait de la télévision, demander, faire mon shopping, faire ce genre de choses, accéder à ma musique, accéder en fait à Quant Music et accéder non pas simplement à la musique mais aussi au contenu, puisque Quant Music se veut le premier portail musical avec de l'information liée au groupe, à leurs réseaux sociaux, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc on a ce petit produit, ce petit stick qui va sortir là en fait en septembre. On sortira pour le dernier trimestre de 2018 notre première enceinte connectée qui est l'équivalent en fait finalement d'un Amazon Echo, qui s'appelle le Mixi Voice pour l'instant, et qui a une particularité, qui gère non seulement la partie de l'assistance vocale par la voix, mais qui gère aussi l'intégralité des usages dans l'habitat. C'est-à-dire qu'on intègre déjà du protocole de communication radio pour s'interconnecter, soit avec des produits en fait de Netatmo, du Philips Hue, mais aussi pour ceux qui connaissent un petit peu cet environnement, tout ce qui est Zigbee, Z-Wave, tout ce qui est protocole de communication radio, des capteurs dans l'habitat, puisqu'on vient de ce monde-là en fait à la base. Voilà. Donc le Mixi Voice arrivera pour décembre. Peut-être que la Mixi Lamp arrivera en fait aussi à peu près à la même période, parce qu'on a deux produits. Et le Mixipod, sur lequel il y a un petit peu plus d'enjeux en fait industriels, arrivera en fait sur tout le début de 2019. On fera l'annonce de sa disponibilité au CES Las Vegas, au prochain CES Las Vegas. D'accord. Alors, vous l'avez dit, la voix, c'est en fait un nouvel interrupteur au sein de la maison, tout simplement. Plutôt que d'appuyer sur un bouton, on va parler pour allumer la lumière, pour surveiller sa maison, et autant d'éléments pour faciliter sa vie au sein d'une maison plus confortable, ce qui est un peu le principe d'ailleurs de Netatmo. Alors, en fait, tout ce qui est les partenaires des maisons, du monde de la maison connectée, on a l'impression que le fait d'être compatible avec un système d'assistance vocale, c'est devenu incontournable par rapport à la distribution et pour expliquer l'usage justement de l'assistance vocale. Qu'est-ce qu'il en est, Monsieur Citroën? Alors, vous abordez deux sujets, le sujet de la maison intelligente et le sujet de la distribution. D'abord, je voudrais vous rappeler ce que c'est que Netatmo. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de la maison intelligente et qui fabrique des produits qui améliorent le confort et la sécurité des habitants d'un appartement ou d'une maison. Sécurité parce qu'on fait des caméras extérieures et intérieures qui ont la particularité d'être à l'intérieur à reconnaissance faciale, à l'extérieur qui peuvent distinguer si le mouvement est généré par une voiture, par une personne ou par un animal, donc ce qui limite le nombre d'alertes. Et puis à l'intérieur de la maison, on a aussi des stations météo, des appareils qui permettent de mesurer la qualité de l'air que vous respirez. Et puis on a des appareils qui permettent de piloter le chauffage de la maison, de le programmer, de le contrôler pièce par pièce. Alors tous ces produits s'opèrent par l'intermédiaire d'une interface et d'une application qui est sur votre smartphone. Donc vous pouvez programmer sur votre smartphone de baisser le chauffage au moment où vous partez, de le rallumer un peu plus dans la chambre un peu plus tôt, de le baisser dans la salle de bain. Tout ça, c'est fait par les applications. Et puis, effectivement, il y a tout cet ensemble maintenant d'enceintes connectées qui permettent d'apporter un confort supplémentaire, d'abord sur la famille de produits Netatmo, donc de les piloter
non plus par une interface, mais par la voix. Alors je précise que le pilotage par la voix ne remplace pas l'interface, parce qu'on ne peut pas avoir la même sophistication de programmation et on ne peut pas l'utiliser de l'extérieur. Mais ça apporte un confort, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir son smartphone en disant baisse la température de la chambre de 2 degrés, on le fait par la voix et l'enceinte reconnaît. Le deuxième intérêt, c'est que ça permet à l'utilisateur d'avoir accès non seulement à l'univers de ces produits Netatmo pour la sécurité et le confort, mais ça permet de lui dire éteins la lumière, allume le projecteur à l'extérieur. On a chez Netatmo des partenaires industriels comme Legrand, comme Muller pour le chauffage ou comme Velux pour des fenêtres. Donc on peut aussi piloter les produits de nos partenaires par une application à la voix. Et puis voilà, tout ce qui existe aujourd'hui et qui existera. Donc on peut tout imaginer. On peut dire mets le four à 240 degrés, baisse le store du salon, éteins la lumière de la chambre et dis-moi, montre-moi l'image de la chambre des enfants. Voilà. Ça c'est possible. La seule limite, c'est qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la reconnaissance vocale a encore quelques limites parce qu'on ne peut pas dire allume la lumière du salon et éteins celle de l'entrée parce que le « et » n'est pas reconnu. Donc il faut donner des instructions. Il y a un petit mode d'emploi à connaître. Il faut donner les instructions une par une, mais ça simplifie la vie de l'utilisateur. La deuxième question que vous abordez, c'est la question de la présentation de toutes ces solutions à l'ensemble des consommateurs. Alors on a démarré avec un espèce de bazar qui s'appelait les objets connectés, dont personne ne savait vraiment quoi faire, où on mélangeait des montres, des balances, des pèse-personnes, des caméras, des détecteurs de fumée, etc. Et puis, je dirais que les rayons sont en train de se structurer. Il y a d'un côté l'équipement de la personne et de l'autre côté l'équipement de la maison, si j'essaye de faire un peu simple. Alors il est évident que des poids lourds comme les GAFA dont on parle depuis le début de cette émission apportent une crédibilité à l'ensemble du système et donnent des idées aux patrons des enseignes de distribution qui cherchent des solutions pour présenter de façon intelligente et didactique l'ensemble des produits connectés. Donc c'est en train de se mettre en place en France et en Europe. J'ai vu des solutions bien avancées déjà en Allemagne de retailers qui présentent l'ensemble du panel de solutions qui existent aujourd'hui et qui seront évolutifs. Voilà où on en est. Alors nous, chez Netatmo, on fabrique nos produits avec nos interfaces, nos applications, et puis on a une équipe qui travaille pour les rendre compatibles avec toutes les solutions d'enceintes connectées qui existent sur le marché, qui sont pas seulement celles des GAFA, mais qui sont celles dont vous venez de parler, qui sont celles d'enseignes de distribution qui fabriquent leurs propres solutions. Voilà, nous, notre rôle, c'est de se rendre compatible le plus possible et le plus vite possible avec l'ensemble des produits, mais ça demande un peu de développement. D'abord, de l'adaptation à chacune des langues, parce que naturellement, les premières solutions sont développées en anglais. Vous avez parlé tout à l'heure du marché des enceintes connectées en Europe. À ma connaissance, il y en a à peu près 6,5 millions qui ont été vendus en Europe, dont la moitié en Angleterre, parce que la première langue qui est développée, c'est l'anglais, puis l'allemand, puis le français, puis l'italien, etc. Donc on y arrive doucement, on voit qu'on est en progression. Après, il faut justement, auprès du consommateur, expliquer ce que c'est que ce nouvel équipement, des nouveaux usages, et d'où en fait l'intérêt, en effet, de s'associer pour des principes d'enceinte intelligente avec des objets intelligents comme les thermostats, Netatmo, etc. Apparemment, Echo, qui est arrivé un peu en retard par rapport à Google l'année dernière sur le marché britannique, a remonté, a refait une percée spectaculaire à partir d'octobre, en misant sur des packs, d'une part, des packs avec notamment des thermostats Netatmo, et puis par ailleurs des displays vidéo, parce que justement c'est comment expliquer au consommateur final, parce que c'est pas simple, nouvel objet, etc. Et pour expliquer aussi que ce n'est pas un gadget, que ça peut rendre service au quotidien, tout en voyant justement, en misant également sur la confidentialité avec la réponse de Quantum City. Donc là l'Echo va arriver. En France, pour le moment, on a Google Home et on a les déclinaisons comme Sony ou JBL. Echo va arriver, en attendant également HomePod d'Apple. Comment vous voyez justement ce développement en France? Est-ce que la cible du consommateur français est particulière? Et quel type en présentation, en distribution, comment ça va se passer?
Alors, Votre regard là-dessus? je ne pense pas que les consommateurs français soient particuliers par rapport aux autres consommateurs du monde entier. Oui, un petit peu, d'accord. Non, comme je vous ai dit, nous, notre vocation, c'est d'enrichir l'ensemble de solutions qu'on peut apporter à l'intérieur d'une maison pour renforcer le confort et la sécurité. Donc, on a d'autres produits qui viendront compléter la gamme assez rapidement. Ensuite, nous, on a une solution qui est ouverte, c'est-à-dire qu'on permet à tous les partenaires de se rendre compatibles avec les solutions de Netatmo. Puis ensuite, je dirais qu'il y a au gré des opportunités, il a pu nous arriver effectivement d'avoir des solutions commerciales en Angleterre avec telle ou telle marque, mais on reste très ouvert à toutes les opportunités. L'essentiel pour nous étant de pouvoir exposer dans des points de vente et en dehors des points de vente, dans des salons, des solutions simples qui permettent aux consommateurs de rapidement comprendre quel est le bénéfice qu'ils vont pouvoir en tirer. Parce que ce n'est pas évident aujourd'hui. Je dirais que les objets connectés, c'est un peu tarte à la crème. Donc on est en train de construire cette solution, de rendre la compréhension plus simple. Et c'est ça notre travail de tous les jours. Mais il n'y a pas de stratégie qui vise plutôt l'un ou plutôt l'autre. On reste ouvert à toutes les discussions et on continuera comme ça. La question, c'est de savoir s'il va se passer comme aux États-Unis, où 60% des propriétaires d'enceintes intelligentes disposent au moins d'un équipement de maison connectée. Et donc, c'est une sorte de vague qui entraîne. Est-ce que en France, ça va du coup, l'engouement qui est en train de se procéder autour des enceintes intelligentes va permettre justement de drainer encore plus le marché de la maison connectée? Alors d'abord, tous les objets sont en train de devenir connectés. Ce sera votre four, votre machine à laver, votre frigidaire. Effectivement, on imagine des solutions qui peuvent être ouvertes comme celle que vous avez présentée. La solution intégrée d'Amazon où effectivement on va ouvrir son frigidaire et on va dire je viens de terminer la bouteille de lait et donc l'enceinte va comprendre qu'il faut commander et livrer une bouteille de lait immédiatement. Voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Vous avez parlé tout à l'heure des primo-accédants à ces solutions-là. Naturellement, ce sont plutôt des familles jeunes aujourd'hui qui sont équipées en priorité. Mais je crois qu'il faut laisser un peu de temps au temps et que tout le monde va y venir. Donc tout le monde ne sera pas à l'aise avec son enceinte connectée au milieu du salon. Mais je crois que ce sont des choses qui vont arriver assez rapidement. Vous voyez à quelle vitesse le smart home a pénétré les foyers et nous a équipés et est devenu indispensable. Je crois qu'on est aujourd'hui dans la même tendance. D'accord. Est-ce que peut-être vous voulez rajouter déjà des premières choses? Ouais, j'ai juste c'est quand même hallucinant qu'on se pose en fait la question de savoir si finalement on va suivre la même tendance que ce qui s'est passé aux États-Unis, alors qu'on est quand même dans le pays qui avons créé en fait la domotique il y a 30 ans. Je rappelle juste en fait que les Legrand, les Schneider, les Somfy, les Hager, c'est quand même des boîtes françaises à la base, Hager un peu au départ. Et que finalement, après 30 ans de domotique, on en est à moins de 5% en fait, des foyers équipés avec une maison intelligente. Alors, encore une fois, moi, je pense, ça fait plus de 8 ans qu'on est sur ce marché, à essayer effectivement d'expliquer aux consommateurs à quoi ça sert. On est loin d'être dans le mass market grand public, puisqu'il y a plus de 67% des gens interrogés aujourd'hui qui ne comprennent pas les bénéfices de la maison intelligente. Et pour moi, ça, c'est pas du mass market grand public. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la voix, et la façon dont aujourd'hui l'assistant vocal pénètre le foyer aux États-Unis, si ça s'est accéléré sur les 3 dernières années, c'est parce que Amazon est arrivé, Google Home est arrivé, et que c'est pour ça qu'on parle un peu plus du smart home sur les 3 dernières années. Donc c'est en train d'arriver en France, c'est en train d'arriver en fait en Europe et un peu partout dans le monde, parce qu'on parle de l'Europe, on parle de la France. Je vous rappelle que de l'autre côté, il y a des gens qui s'appellent Baidu, qui ont des capacités d'accès au marché qui sont vachement plus importantes en fait que ce qu'on peut faire aux États-Unis. C'est quelques milliards en fait de clients potentiels, donc c'est du lourd en fait aussi sur l'Asie. Et je pense que la voix va véritablement permettre plus facilement à un consommateur de comprendre. Et ce qui est assez rigolo, c'est que si vous regardez la publicité de Google à la télé, sur leur assistant vocal. Finalement, en fait, on ne prend pas des fonctions très compliquées. La première fonction que l'on prend, c'est jouer la musique. C'est quand même vachement plus sexy d'expliquer à un client qui aime la musique, parce qu'en général, dans nos interventions, on dit qui a une maison équipée avec du smart home, on a 1%, 2% des doigts qui se lèvent. Quand on dit qui écoute la musique à la maison, il y a 100% des doigts qui se lèvent. Et donc, c'est quand même vachement plus simple d'un point de vue marketing d'expliquer qu'on fait une enceinte.
et qu'en même temps, cette enceinte, comme elle est un petit peu plus intelligente, on va pouvoir y rajouter plus de choses. Et que finalement, l'idée, c'est de laisser l'utilisateur choisir ce qu'il va vouloir faire en fait de son produit, avec sa capacité plus ou moins rapide d'accéder à des nouvelles fonctions. Les geeks vont aller beaucoup plus vite dans l'adoption d'un thermostat, dans l'adoption des ampoules, dans l'adoption d'une caméra que va pouvoir effectivement aller peut-être une personne âgée. Maintenant, dans ces nouvelles fonctions qui sont apportées par la voix, on a des fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes pour des populations qui ne sont pas des geeks, qui ne sont pas des jeunes, mais qui sont les seniors. L'assistant vocal aujourd'hui va permettre effectivement de répondre à une problématique qui est le maintien à domicile. Parce que n'essayez pas d'aller expliquer à un senior de comment utiliser un smartphone ou une tablette. Alors si vous voyez plein de trucs à la télé où on nous explique que grosso modo, ça y est, les seniors sont connectés, ils ont compris, etc. Mais la réalité, c'est pas ça. Par contre, le fait de simplement dire « Hey, j'ai un problème », et d'être capable d'être envoyé vers un plateau d'assistance, eh ben ça marche bien. D'accord ? Il y a beaucoup d'expérimentations aujourd'hui qui sont faites sur cette typologie-là au travers des assistants vocaux. Et on s'aperçoit que finalement, cette cible de clients qu'on croyait en fait extrêmement en retard par rapport en fait à la population des geeks, risque d'être peut-être une population qui va arriver beaucoup plus vite parce que c'est une problématique sociétale qui est extrêmement simple. On n'est pas en maison de retraite, on est sur une problématique sociétale où nos aînés voudraient rester un petit peu plus longtemps en fait à la maison. La technologie était quand même disponible, elle est là. On est sur des systèmes encore qui sont extrêmement archaïques et la voix va venir en fait complètement révolutionner tout ça. Alors la voix, et autour de la voix, c'est la chute, donc un détecteur de mouvement, ça va être la sécurité du senior. Et je pense qu'on va réussir finalement à couvrir des univers qui n'étaient absolument pas couverts aujourd'hui ou très mal, parce que compliqué à expliquer à un senior. La première chose que veut faire un senior, c'est de discuter avec vous. C'est pas aller chercher sur un smartphone ou une tablette comment en fait programmer la sécurité de son habitat. Voilà. Donc je pense que on est vraiment au début de cette révolution des usages. Encore une fois, en ce qui nous concerne avec Quant, on a une problématique, c'est que bien sûr que ça va se massifier, bien sûr effectivement qu'on va pénétrer le domicile. On se dit juste que les datas, il y a quand même en fait un enjeu qui est très important. Il y a un boulevard qui vient de s'ouvrir. La GDPR va nous aider par rapport en fait aux GAFA. Alors je vous rassure, hein, ils vont tous être compliant à début mai. Tous les GAFA vont être compliant en fait début mai. Et donc la vraie logique, c'est est-ce que le consommateur va pas être plus sensibilisé et finalement est-ce que c'est pas lui qui doit pouvoir décider. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas le choix. Est-ce que demain, si on a le choix, on peut pas faire le bon choix? Voilà, je pense que ça c'est important. D'accord. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose parce que vous avez raison. Aujourd'hui, un des premiers usages, c'est la musique. Donc les gens utilisent la reconnaissance vocale pour piloter leur musique à la maison. Joue-moi tel morceau, mets-moi tel artiste. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça va aller très vite parce qu'aujourd'hui, on parle en Europe de 6,5 millions d'enceintes connectées, mais il y a plusieurs centaines de millions de smartphones à reconnaissance vocale qui sont déjà en circulation. Donc voilà, jour après jour, les gens découvrent qu'ils ont une solution dans la main, qu'ils peuvent l'utiliser. Donc ça va démocratiser l'usage de façon extrêmement rapide. Ouais, après c'est marrant parce que la voix Siri, Android, 2011. Voice, etc., c'est des fonctionnalités qui sont disponibles depuis plus de 8 ans. Voilà, c'est ça, 2011 pour... Qui Siri, ouais. utilise aujourd'hui Siri en fait, ou son assistant vocal en fait sur son smartphone? C'est en extérieur, voilà, Deux, en extérieur, on trois, a l'air ouais. un peu... Voilà. Donc on n'est quand même pas... Après, quand on parle effectivement d'un assistant vocal en habitat, d'abord vous avez dit quelque chose qui est super intéressant tout à l'heure, c'est que dans les usages qui sont liés en fait à l'assistant vocal, on est retourné dans un device qui est partagé par la famille. Je rappelle en fait que son terminal, qui est son smartphone, il est extrêmement personnel. Essayez d'aller choper le téléphone de vos gamins. Je veux dire, par définition, je veux dire, ils veulent pas vous le donner, ils veulent pas, etc. Tandis que l'assistant vocal, je crois que c'est 81% placé dans la cuisine aux États-Unis. Exact. Donc on est vraiment dans le centre des vies. C'est devenu finalement un device un peu à part entière parce qu'il est partagé en fait par toute la famille et sur lequel chacun va pouvoir effectivement effectuer ses requêtes. Voilà, ça, je pense que c'est un signe en fait aussi important par rapport en fait au smartphone. De partage, d'échange et de convivialité. Hormis que pour résumer, en fait, il y a un gros travail de pédagogie à entreprendre pour expliquer le pragmatisme, l'intérêt de ce type de solution en fait par rapport à l'assistance vocale, et également sachant que la distribution pousse derrière, parce que pour eux, ça devient en fait le principe d'assistance vocale devient un plus dans un produit. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est encore au balbutiement de tout cet écosystème. Et aujourd'hui, les distributeurs sont en train de rechercher la meilleure solution, la plus efficace qui va générer des ventes
parce qu'ils ont aussi cette contrainte aussi d'allouer des mètres carrés à des solutions qui soient rentables. Donc vraisemblablement, il est très probable que ces enceintes connectées soient un accélérateur et qui encourage, parce qu'il y a une force de frappe des gros, et une capacité d'investissement qui vont leur permettre de mieux mettre en place des solutions pour démontrer l'ensemble des possibilités autour de la maison connectée, avec une enceinte en son centre, mais qui pourront être de n'importe quelle marque. Je vais juste vous raconter une petite anecdote qui illustre bien ça, la recherche de la distribution aujourd'hui sur ces nouvelles tendances. Si on a créé le Mixipod, c'est parce qu'il y a 4 ans, on a eu des discussions en fait, avec l'ancien patron de la FNAC et de Darty. Sur lequel on présentait déjà des box connectées à Internet pour le smart home, etc. Il trouvait ça génial et il nous a dit mais c'est ça, il faut demain matin en fait que dans tous mes magasins en fait on ait un linéaire en fait qui parle de ça. Ça c'est la vision du PDG. Et puis il nous a dit bah tu vas rencontrer en fait le chef de rayon et le patron du linéaire pour voir comment on fait. Et donc on a rencontré le patron du linéaire. Le mec a dit putain c'est juste génial, c'est l'avenir, c'est sûr. Je vous parle de ça il y a 4 ans. Hein. C'est juste génial, il faut impérativement d'ici quelques années ça va être présent dans tous les rayons, etc. Et puis à un moment, il y a un côté pragmatique qui revient et qui dit mais putain, je mets ça où? Parce qu'au départ, quand on est arrivé en fait avec des box qui étaient dédiées au smart home. Et donc, c'est quoi? C'est une alarme. On n'a jamais vraiment vendu d'alarme en fait en GSS. Est-ce que c'est une box multimédia? Est-ce que c'est une box opérateur télécom? Parce que c'est connecté en fait à Internet. Et finalement, je ne savais pas où le mettre. Et puis finalement, en se baladant en fait dans les linéaires, on s'aperçoit que le rayon des enceintes, c'est ce qui a eu la plus forte progression en linéaire sur les 3 dernières années. Et on se dit, rentrer par l'enceinte et la musique, c'est quand même vachement plus cool. Et donc tout d'un coup, finalement, quand on fait une enceinte intelligente avec un assistant vocal, le linéaire, il est tout trouvé. C'est en tête de gondole. Regardez ce qui se passe en fait dans tous les linéaires de distribution. Le Google Home aujourd'hui en France, il est mis en fait en tête de gondole au rayon effectivement des enceintes, parce qu'il y a déjà en fait un linéaire qui est complet qui fait plus de 20 mètres sur lequel en fait on y va tous avec son enceinte connectée ou pas connectée, mais c'est la musique. Donc voilà, on a trouvé une façon de rentrer finalement dans le linéaire par ce biais-là. Après tout l'écosystème qui se crée avec l'Internet des objets, etc. Bah voilà, c'est maintenant vraiment des enjeux pour les nouveaux distributeurs. Pour les distributeurs, c'est comment j'arrive à créer cette histoire entre la partie enceinte qui avait sa place et qui existait, avec cette cohérence de l'objet connecté. Mais il y a des vraies histoires et des belles histoires, je pense, en fait, à écrire en linéaire prochainement. Merci messieurs. Est-ce que peut-être qu'il y a des questions dans l'assistance de personnes qui auraient des interrogations sur ce marché d'assistance vocale? Oui, moi j'aurais une question par rapport à votre stratégie par rapport à ces 2 géants. On voit très bien que ça va être la course au parc installé, qui sont capables effectivement de donner, on l'a vu en fin d'année sur le Black Friday où il y avait des offres, on offrait des Google Mini. Comment votre stratégie, vous allez vous positionner? Alors, j'écoutais un petit peu ce que vous disiez sur les maisons de retraite, les seniors, il y a des marchés B2B, il y a des choses comme ça, mais sur le pure retail, nous, on a envie d'y croire à votre challenge de société européenne, de relever le défi de la confidentialité des données, mais un peu plus concrètement, comment vous allez vous y prendre? Dans mon avis, ouais. Connaissant bien le retail également, je pense qu'il faut être mesuré, c'est-à-dire qu'on doit trouver des partenariats stratégiques avec certaines enseignes qui nous permettent de mettre en valeur, je pense qu'une proposition différente, c'est-à-dire probablement éviter de partir sur 100% du marché parce qu'on n'aura pas la capacité de le faire, et trouver des accords où on peut amener également un service à ces enseignes. Aujourd'hui, vous avez certainement vu les accords que Carrefour a passés récemment avec Google. Amazon qui est également associé à certaines grandes enseignes. On a, nous, des requêtes qui sont faites, c'est assez étonnant, mais par des Chinois, sans citer des JD.com ou autres, avec qui on parle. Je pense qu'il faut trouver des partenariats qui soient suffisamment importants pour véhiculer le produit et le positionner. Après, on grandira avec je dirais, la croissance des utilisateurs en étant clairement différencié, en apportant des services aussi qui fassent sens, puisqu'on est au cœur du salon ou de la cuisine et on apporte un service, puisque c'est avant tout un service et il faut une qualité de service derrière.
Ouais, je vais compléter, effectivement. Vous avez raison, ça fait peur. Hein. On voit les Facebook, on voit les GAFA, on voit les Amazon, on voit les Google. On se dit, mais comment on peut lutter en étant une petite... même si Quant est, PME. voilà, est une PME en fait, aujourd'hui par rapport en fait, à la taille de ces gens-là et des moyens. Après, moi, j'ai tendance en fait, à dire... Le B2B est une bonne façon en fait, aussi d'accéder au marché. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez... un des top 5 mondial dans l'assurance. Vous avez la chance d'avoir une ou deux marques françaises en fait, dans ce top 5 mondial. Vous arrivez finalement à les convaincre qu'ils sont parfaitement légitimes et plus légitimes que les GAFA pour pénétrer l'habitat, parce qu'en tant qu'assureur, moi j'ai des vrais besoins en fait, au sein du domicile, c'est le protéger, la gestion des risques domestiques, mais aussi le maintien à domicile. J'ai des tas d'usages en fait, très intéressants, l'accès aux banques, puisque je peux accéder aussi à mon compte bancaire, parce que maintenant banque et assurance font à peu près un. Et puis finalement, quand je parle effectivement de ces gens-là, je me dis, pour certains, c'est 127 millions de clients au niveau mondial. Si je décide d'offrir mon assistant vocal parce que j'ai énormément d'argent que je peux économiser par l'intermédiaire d'un chatbot en fait intégré, être capable avoir une relation permanente avec mon client, je me dis que finalement, si je prends uniquement 10% de ma cible de clients VP, à qui je veux l'offrir, c'est-à-dire qu'on arrive à des coûts de fabrication industrielle des assistants vocaux aujourd'hui, c'est 30 €. Hein, donc finalement, c'est moins cher qu'une remise de prime ou de vous offrir 50 € pour l'ouverture de votre compte bancaire sur Boursorama. Si finalement j'ai cette stratégie de masse en décidant de l'offrir en fait, dans l'habitat, tout d'un coup, je viens quasiment aussi gros qu'un Google Home. Et donc, moi, les GAFA, ça me fait pas peur en fait, aujourd'hui en termes de dimension. Et on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a la capacité en plus de s'adapter complètement à la sollicitation des corporates ou des clients par rapport aux offres de services qu'on veut intégrer. Exemple, vous avez des grands acteurs français qui peuvent être effectivement des gens comme La Poste et qui aussi sont parfaitement légitimes pour vous proposer des solutions dans l'habitat. Est-ce que vous croyez que La Poste en fait, va signer un accord en fait, avec un GAFA alors qu'on est tiers de confiance au niveau de La Poste? Non, je vais peut-être pouvoir privilégier. Et donc finalement, quelque part, l'idée c'est d'être malin. Je rajouterai en fait à ce positionnement que Jean-Claude vous le disait, c'est plusieurs millions de clients aujourd'hui qui sont utilisateurs de Quant. Vous savez, nous, ça nous va bien déjà de se dire qu'on ne va pas considérer que les X millions de clients sont déjà acquis, mais quelque part, on va dire qu'ils sont un petit peu plus acquis avec une solution qu'on va leur proposer en restant dans la philosophie, l'ADN. Si demain nos produits se retrouvent en fait à la Fnac, chez Darty, à Carrefour ou whatever, ou online, et que finalement je suis déjà client Quant et que j'ai déjà compris la philosophie, je vais peut-être aller plus facilement vers l'assistant conversationnel Quant plutôt que d'aller effectivement vers un Google Home ou aller vers un Amazon Echo ou un Facebook. Donc voilà, nous c'est notre stratégie, c'est notre vision, on va y aller effectivement step by step. On essaye d'être, vous savez, quand on a moins d'argent, on est souvent plus malin. Voilà. En plus, on est porté par l'Europe. Voilà, il y a des bonnes choses aujourd'hui qui sont dans la tête des clients. Interrogez un petit peu autour de vous, vous verrez, il y a encore 3 ans, il y avait moins de 2% des gens qui étaient sensibilisés par le fait d'avoir leur data en fait, qui circulait sur le web. Aujourd'hui, posez en fait la même question, vous verrez qu'on est maintenant à plus de 18%. Et puis ça va continuer parce qu'on est juste au début à mon avis. Et donc ça, pour nous, c'est une réelle alternative. Alors vous savez, quelqu'un qui a acheté un Google Home à 29 €, lui proposer d'aller acheter pour 79 € un nouveau device avec Quant dans 3 mois, dans 4 mois, finalement l'écart n'est pas si important que ça, avec une promesse qui est peut-être un petit peu différente. Et encore une fois, je pense que Jean-Claude a raison, la qualité des services qu'on va pouvoir proposer derrière en fait, aux consommateurs va être un enjeu extrêmement important. Et c'est pas parce qu'on arrive, parce que quand on est GAFA, on arrive, vous savez, en déroulant en fait, le truc, en disant c'est énorme ce qu'on est capable de faire. C'est vrai, Google ou Amazon vous dit j'ai 35 000 skills. Vous savez, les skills, c'est les fonctionnalités accessibles par la voix avec des partenaires qui ont développé des API pour se connecter. Mais si vous regardez réellement aujourd'hui les usages qui sont faits sur les assistants vocaux, il y a 50 skills qui représentent 93% des usages de l'assistant vocal, avec un écart colossal entre l'usage numéro 1 et l'usage numéro 50. Usage numéro 1, la musique. Donc vous savez quoi? On va rester pragmatique. On va faire du bon son, on va faire de la bonne qualité de diffusion. Quant a lancé Quant Music, c'est quand même un truc vachement sexy en fait, à proposer en fait, à nos clients. Voilà, donc je pense qu'il faut être un petit peu malin, il faut essayer effectivement d'être un petit peu différent, il faut écrire une belle histoire, et puis après, le consommateur est libre de faire effectivement à la fin le choix de ce qu'il veut faire. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce workshop sur qui plus est une note positive. Et puis par ailleurs, juste une précision, en fait, autour de moi, 3 sociétés françaises. Ça fait plutôt plaisir, en fait, non? Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci.